Dans cette situation, on peut regarder le schéma. On a une tige de 4 mètres de longueur et elle a une densité linéique de moins 0,2 microcoulombs par mètre. Elle se trouve sur l'axe des X, à un certain endroit. Nous, on va vouloir trouver c'est quoi le champ électrique généré par cette tige au point P. Et le point P se trouve sur l'axe des Y à une distance de 2 mètres en hauteur. Je vais commencer par vous imaginer un peu la situation. Alors sur ma tige, je pourrais prendre une charge infinitésimale qu'on va nommer dQ1. Donc dQ, c'est le petit d devant, c'est ce qui décrit quelque chose de infinitésimal. Donc si je prends cette particule chargée et que je me place au point P, ben on sait qu'une particule négative, elle génère un champ électrique généré de façon radiale vers elle. Alors, voici à quoi ressemble son champ électrique. Elle part du point P et ça pointe vers dQ1. Si j'avais pris une particule chargée un peu plus loin sur la tige dQ2, on peut voir que l'orientation de son champ électrique à elle, ben, elle change. Ça pointe plutôt vers dQ2 plutôt que dQ1 et ça ressemble à ce qu'on voit sur le schéma. On peut voir que la distance R entre la particule et le point P n'est pas la même pour dQ1 et dQ2. Et là, j'ai refait un dessin pour si le champ DE généré par une autre particule infinitésimale dQ3. Et on peut voir que au final, les flèches pointent dans des directions différentes et on va vouloir les additionner de façon vectorielle. On est habitué de les additionner de façon vectorielle, de façon discrète, c'est-à-dire DE1 plus DE2 plus DE3. Mais nous, dans cette section, il va falloir le faire plutôt sous la forme d'une intégrale. Alors, on va commencer. Si on veut faire l'intégration, ça serait important de se demander, ok, mais c'est quoi ce champ infinitésimal? Pour une particule chargée, le champ électrique, c'était E est égal à KQ sur R carré. L'équivalent pour une charge infinitésimale, c'est que le champ DE, donc le champ infinitésimal, ça va être égal à K fois DQ, la charge infinitésimale, divisé par R carré. Donc, c'est très très équivalent. C'est juste qu'à la place d'avoir une charge Q, on a une charge DQ. Dans sa forme actuelle, on ne peut pas faire grand-chose avec, donc je vais vouloir trouver une autre manière d'exprimer le champ DE. On a vu que lambda, la densité linéique de charge, c'est égal à Q sur L, ou encore dQ sur dL. Ici, dL, c'est la longueur infinitésimale. Comme notre tige se trouve sur l'axe des X, on peut aussi dire que dL, pour une petite longueur dL, ben c'est égal à dx. Donc, on a la forme dq sur dx. Et si j'isole dq dans cette formule, je trouve une nouvelle façon d'exprimer le champ DE en utilisant que dq, c'est égal à lambda fois dx. Donc, je prends cette nouvelle façon d'écrire dq et je la rentre dans mon expression qu'on a trouvée précédemment. Le travail n'est pas terminé. Comme ce sont des vecteurs, ils ont quand même une orientation. Une addition, il faut tout le temps le faire composante par composante. Donc, il fallait toujours additionner les champs x ensemble et les champs y ensemble. Alors, on va faire la même chose pour les intégrales. On va faire deux intégrales. Une intégrale en x puis une intégrale en y. Comment est-ce qu'on détermine DEX et DEY? On peut les déterminer avec SOHCAHTOA et à l'aide d'un angle alpha. Donc, selon mon schéma, on peut voir que le champ DEX il est opposé à l'angle alpha. Alors, en utilisant SOHCAHTOA, je peux poser que DEX c'est égal à DE, qui serait l'hypoténuse, fois le sinus de alpha. Et de façon similaire, DEY c'est égal à DE fois cos de alpha. Au final, globalement, la composante EX, ça va être égal à l'intégrale de DEX et la composante EY, ça va être égal à l'intégrale de DEY, c'est-à-dire à la sommation de chaque petit élément DEY de chaque particule infinitésimale, dQ, que je peux exprimer avec les angles. Quand on regarde mon schéma, c'est une tige chargée de façon négative. On peut voir que pour chacune des particules infinitésimales que j'ai dessinées, les champs DE pointent pas dans les mêmes directions, mais globalement, les DEX pointent tout le temps vers la droite et les DEY vers le bas. Alors, ma composante EY, je sais qu'elle va pointer vers le bas, donc vers les Y négatifs. Alors que mon champ EX, il va être vers la droite, vers les X positifs. On va commencer par calculer EX, la composante en X. J'avais trouvé une forme pour DE, donc je vais la rentrer dans mon intégrale. Pour résoudre une intégrale, c'est pratique de sortir les constantes, juste pour avoir une intégrale un peu plus simple à évaluer. Les constantes, ça peut varier pendant la sommation, donc on peut juste la sortir de l'intégrale. J'arrête pas de dire sommation, mais je devrais dire pendant l'intégration. Les constantes sont K, qui est la constante de Coulomb, et lambda, la densité linéique.
Si j'observe ce qui me reste dans l'intégrale, je peux voir qu'il me reste le sinus de alpha et la distance r. On peut voir que quand on se déplace le long de la tige, l'angle alpha varie car le champ E, dE varie plus on se déplace le long de la tige, et même chose pour la distance r. Ce ne sont donc pas des constantes. Et pour ce qui est de dx, ça représente en fait la position de chaque particule dq, donc quand on se déplace le long de la tige, effectivement, x varie aussi, donc dx non plus n'est pas une constante, donc toutes ces variables, on doit les laisser dans l'intégrale. Comme on a une intégrale simple, on peut seulement intégrer par rapport à une seule variable. Par contre, en ce moment, on en a trois. On a alpha, on a r et on a x. Alors, la manière de résoudre cette intégrale, c'est en passant par un changement de variable. L'optique derrière ce changement de variable, c'est qu'on veut que dans l'intégrale, il ne reste qu'une seule variable pour pouvoir intégrer seulement selon cette variable. À cette étape-ci de ce problème, on doit choisir une variable d'intégration. Ce choix-là, il est arbitraire. Dans notre cours, moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer par rapport à alpha, l'angle, et aussi comment est-ce qu'on peut intégrer par rapport à x. Mais je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on pourrait intégrer par rapport à alpha. Alors, si on veut intégrer par rapport à alpha, il va falloir se débarrasser de x et de r dans l'intégrale. Donc, on va vouloir trouver une autre manière d'exprimer r et dx. Comment est-ce qu'on va faire ce changement de variable? Alors, voici un schéma d'une composante dE arbitraire. On va juste choisir une particule dE arbitraire pour décrire la forme. Puisqu'on travaille avec des variables alpha, r et dx qui sont, générales, on ne peut donner de valeur à ces variables-là, ben, le modèle mathématique qu'on va écrire va être fonctionnel, va être valide pour toutes les autres particules infinitésimales. Si je pose que mon point P se trouve à une distance r majuscule de l'axe de la tige, je peux poser que cos de alpha, c'est égal à l'adjacente sur l'hypoténuse, donc c'est égal à r majuscule sur r minuscule. Si j'isole r, j'ai maintenant trouvé un changement de variable pour r. J'ai r est égal à r majuscule sur cos alpha. Donc c'est fait. On va pouvoir remplacer mon r dans l'intégrale plus tard. Maintenant, il me resterait à trouver un changement de variable pour dx. Avec mon triangle stochastoire, j'ai pas de relation pour dx, mais j'en ai une pour x. Alors on va commencer par l'écrire. Si je me place à la position x, donc la position où est-ce que la particule dq se trouve, je peux poser que tan de alpha, ça va être égal à opposé sur adjacente, donc x sur r. Si j'isole x, je trouve que x est égal à r fois tan de alpha. Et maintenant, si je dérivais, voici l'astuce pour trouver une expression pour dx. Si je dérive x par rapport à alpha, je retrouve dx sur d alpha va être égal à la dérivée de x par rapport à alpha. Donc si je dérive ceci, r c'est une constante, ça reste en dehors, mais la dérivée de tan de alpha par rapport à alpha, c'est sécante carré de alpha. Et si j'envoie le d alpha de l'autre bord, ben je trouve que dx, je trouve une expression pour dx. Maintenant, il ne reste plus qu'à réécrire l'intégrale avec ces changements de variables. Mon dx, je peux le remplacer par sa forme que j'ai trouvée, et le r qui est au carré et se trouve au dénominateur, je peux aussi le remplacer par r sur cos de alpha. La séquente de alpha, en fait, c'est égal à 1 sur cos de alpha. Alors, on peut voir que les cos carrés s'annulent. Et les constantes de r, j'ai r sur r carré, alors il y a un r qui s'annule, et c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Dans mon intégrale, il me reste tout simplement maintenant sin de alpha fois d alpha. L'intégrale d'un sinus, c'est moins cosinus de alpha. Et on va vouloir intégrer entre alpha initial et alpha final. C'est quoi ces angles? Nous, on cherchait la composante EX qui représentait l'intégrale des champs DEX générés par chaque particule dQ de la tige. Donc, on va vouloir intégrer du début de la tige jusqu'à la fin de la tige. Alors, alpha I et alpha F, ça représente l'angle des champs quand on se trouve au début et à la fin de la tige. Sur mon schéma, on peut voir que la tige, ça commence à x égale à 3. Donc, tan de alpha, c'est égal à 3 sur 2. Et alpha F, la tige termine à x égale à 7, alors on a que tangente alpha est égale à 7 sur 2. On prend les arcs tangentes et on évalue les angles. Maintenant, on a toutes nos valeurs pour calculer EX. Je remplace la valeur de K, lambda et R. Je vais sortir le signe négatif du cosinus et je vais vouloir faire cos de alpha final moins cos de alpha initial. Et je trouve une valeur de 252 newtons par coulomb.
Ben c'est ça. Voilà comment est-ce qu'on calcule la composante en x si on intègre par rapport à alpha. Maintenant, partie 2 de la vidéo, de la situation, c'est calculer EY, puisqu'on a trouvé déjà EX. Alors je reprends l'expression qu'on avait trouvée précédemment. Pour EY, c'était égal à l'intégrale de DE fois cosinus de alpha. Je vais remplacer DE par sa forme un peu plus explicite et je vais sortir les constantes. On est maintenant rendu à l'étape de choisir une variable d'intégration. Comme je vous ai déjà montré à quoi ressemblait une intégrale si on intégrait par rapport à alpha, maintenant je vais le faire pour une intégrale par rapport à x. Pour le changement de variable, on utilise encore une fois le triangle rectangle, Stochatoire et Pythagore. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer R? Par Pythagore, on peut voir que c'est égal à x carré plus r carré majuscule, ou encore qu'on prend la racine, voilà la forme. Maintenant que j'ai déjà trouvé une façon de me débarrasser de R et de l'exprimer en fonction de x et de constantes, on va vouloir exprimer alpha. Je peux poser que cos de alpha, c'est égal à l'adjacente, donc R majuscule sur R minuscule. Par contre, on peut pas s'arrêter là, car si on réexprimait cos de alpha juste avec R sur R minuscule, ben on aurait encore une variable qui nous intéresse pas dans l'intégrale. Donc, il faut exprimer R d'une autre manière, et on venait juste de trouver comment exprimer R. C'est égal à la racine de x carré plus R carré. Alors voici la forme finale pour cos de alpha. Et maintenant, je prends ces nouvelles formes et je les rentre dans notre intégrale. Si je sors toutes les constantes, je peux voir qu'il me reste l'intégrale de 1 sur x carré plus r carré à la 3/2. En gros, on avait x carré plus r carré fois la racine de x carré plus r carré, qu'on multiplie deux termes similaires mais avec des exposants différentes. On peut tout simplement additionner leurs exposants, donc ça fait 1 plus 1/2, donc 3/2. Dans ce cours-ci, on ne va pas vous demander de connaître les résultats des intégrales par cœur. Vous allez toujours avoir accès à une table d'intégrales que je vais donner sur la feuille de formule à l'examen, et quand vous faites vos exercices, vous aurez une feuille de formule ou bien elles sont disponibles à la fin du manuel. Donc, la solution à l'intégrale qu'on a en ce moment, c'est celle-ci. Et il va falloir définir c'est quoi les bornes initiales et finales. Si vous vous rappelez de comment est-ce qu'on définit les bornes, ben alors vous vous rappelez peut-être qu'il faut toujours intégrer du début de la tige jusqu'à la fin de la tige. La tige en x commence à x égale à 3 et finit à x égale à 7. Donc ce sont nos bornes pour x. Et on évalue l'intégrale en faisant borne finale moins borne initiale et on trouve la valeur finale. Et on se rappelle, EY, ça pointait vers les y négatifs. Alors comment est-ce qu'on exprime notre résultat final? On va écrire que E, c'est égal à 252 en I, moins 117 en J, et les unités, ce sont des newtons par coulomb. Et voilà. Fait que voici la fin de la situation 4 du Séguin. J'espère que vous avez compris et que c'était pas trop rapide. Mais sinon, vous me le direz en classe, puis on va prendre plein de temps pour prévoir la situation. On se revoit tantôt, ou demain, ou peu importe qu'on va regarder la vidéo pour une autre situation qui va encore porter sur les intégrales, mais juste pour vous montrer d'autres situations possibles. Merci pour votre écoute, puis bon travail. Bravo pour votre concentration.